Salut à vous chers auditeurs, c'est l'heure de l'émission en direct, l'émission Coup de tête, qui analyse et décortique l'actualité des Verts. On va revenir avec aujourd'hui Olivier, salut à toi Olivier. Salut Marco, salut tout le monde. Et bien sûr avec Eric. Salut à toutes et à tous. On va revenir sur la 24e et 25e journée de championnat de Ligue 1 avec cette courte défaite sur la Côte d'Azur au milieu de semaine et puis cette belle victoire à Geoffroy Guichard face au Breton Berlu Lorient, une victoire 4-0. On passera des bons morceaux, on reviendra sur nos coups de cœur, coups de tête et puis une courte page Haute-Loire au milieu de tout ça. Bref, une belle émission, chers auditeurs, comme d'habitude. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici la semaine verte. Allez, semaine verte, Olivier. Ouais, semaine verte, je lance Eric sur l'après-derby. L'après-derby qui a fait beaucoup parler. Oui, le derby de dimanche dernier était haut en couleur. Si notre club, dans toutes ses composantes, en est ressorti grandi, les Lyonnais, eux, se sont révélés sous leur vrai jour, comme des sales gosses arrogants qui pètent les plombs dès lors que les événements leur sont contraires, comme l'a dit Christophe Dugarry à Roland Romeyer lundi sur RMC. Ils font les coqs quand ils gagnent, mais sont incapables d'être dignes quand ils perdent. Quand ce n'est pas Ferry qui découpe en deux Beric, c'est Tolisso qui joue les bouchers de service. L'état-major lyonnais a quant à lui fait porter le chapeau à Lemoine, qui, il ne faut pas l'oublier dans l'histoire, est la victime et non coupable. Comment ne pas revenir sur les propos immondes tenu par Jérémy Berthaud sur OLTV, rien ne sert s'excuser après, le mal est fait. Bel exemple donné par cet éducateur de pacotille. Après avoir disjoncté sur la pelouse, les Lyonnais n'ont rien trouvé de mieux que de saccager leur vestiaire. Saint-Etienne Métropole a envoyé la note à Aulas. Aulas qui a demandé à ce que la commission de discipline ou d'éthique soit saisie suite aux propos injurieux tenus contre son club par Bernard Cayasso. Justement, la commission de discipline réunie jeudi a fait preuve, aux surprises, de beaucoup de clémence à l'encontre de Guézal et Tolisso. Le premier a écopé d'un match ferme, le second de seulement 2 matchs fermes avec un avec sursis également. De nombreuses personnes sont indignées de cette décision, pas seulement du côté de Saint-Etienne. L'un des plus virulents a été Antoine Comboiré, qui a pointé du doigt le manque d'impartialité de la Ligue. La commission de discipline est là pour être juste, mais je ne peux plus croire ces gens-là. Tolisso peut briser la carrière de Lemoine. On voit la toute-puissance de Lyon et d'Aulas, a notamment déclaré l'entraîneur Guingampé. La mafia. Même son de cloche chez Pierre Ménès, qui pourtant généralement n'est pas tendre avec les Verts. Ménès a dit: je trouve la faiblesse de la suspension de Tolisso suspecte. Aulas est très influent. En cas de coup dur, Aulas sait qu'il pourra toujours compter sur la présidente de la Ligue, une ancienne de la maison OL. La Coupe de France, elle, n'est pas organisée par la Ligue mais par la Fédération Française de Football. Pour avoir rayé le nom de la SS imprimé sur le numéro de son maillot, Lopez a écopé d'un match de suspension de la part de la commission de discipline de la FFF. Les vilains ont fait appel. Et puis l'infirmerie qui se vide petit à petit. Petit à petit, voyons, Stéphane Ruffier a effectué ce week-end son grand retour. Loïc Perrin, qui a ressenti de la fatigue musculaire, n'a pas fait le déplacement à Nice, mais a fait son retour en groupe pour la réception de Lorient. Robert Beric a repris l'entraînement collectif et pourrait être opérationnel pour Manchester. Cheikh Mbeng, blessé à la canne, devrait revenir d'ici 15 jours. Alexander Soderlund, auteur d'une grande prestation dans le derby, a une nouvelle fois rechuté à Nice et devrait être out durant 1 mois. Et enfin, suite à son opération, on le sait, Oussama Matanan sera indisponible, lui, plusieurs mois. Et puis, toujours dans la semaine verte, les résultats du week-end. Ouais, quelques jours après leur première confrontation, les féminines recroisaient la route du PSG et se sont inclinées à nouveau 4-0. Les U15 ont battu l'AS Vénissieux Minguette 2-0. Les U17 ont fait 0-0 à Évian. Et enfin, comme la CFA2 ne jouait pas, les U19 ont été renforcés par Maisonial, Rocha Santos et Nordin. Et grâce à un doublé de Rocha Santos, ont battu Toulouse 2-0. Voilà pour la semaine verte. On va évoquer le match de la semaine. Tu en as parlé avec la blessure de Soderlund et la défaite de Saint-Etienne à Nice. Marco, tu me lances? Oui, bien sûr. Ça me lance. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, le match de la semaine. Que retenir du match de l'AS Saint-Etienne à Nice pour le compte de la 24e journée de Ligue 1? Eh bien, tout d'abord, la composition de l'équipe, puisque Galtier avait décidé de faire tourner suite au derby. Le match de Nice, c'était 3 jours après le derby. Donc voilà l'équipe proposée par Galtier. Moulin est toujours dans les cages. Là, c'est en défense qu'il y a un petit peu de turnover avec Pierre Gabriel et Lacroix qui vont remplacer Malcuit et Perrin. Et puis Théophile Catherine et Florentin Pogba qui sont toujours là. En
sentinelle, un binôme désormais composé de Verretou et de Selnaes. Et puis en attaque, Amouma sur un côté, Kevin Monet-Paquet de l'autre, Henri Cévé en soutien de l'avant-centre, qui n'est autre que Nolan Roux pour le match à Nice. Alors malgré la volonté de reproduire la prestation du derby, les Verts vont subir et souffrir pendant les 20 premières minutes. Le jeu de possession niçois qui va se concrétiser par un but dès la 7e minute par Cyprien, qui arme une frappe très lourde des 20 mètres, direction la lucarne des buts de Jesse Moulin. Donc ce même Jesse Moulin est encore mis à contribution plusieurs fois. Au fil de la partie, les Verts retrouvent petit à petit un peu de maîtrise, mais le score ne changera pas malgré 2 belles occasions signées Nolan Roux et Henri Cévé. Au contraire, en fin de match, Valentin Esseric aurait même pu aggraver la marque sur 2 beaux gestes techniques. Les Verts perdent finalement 1-0. Mais ils ne perdent pas seulement le match, tu l'as dit, ils perdent Alexandre Soderlund sur blessure. Sur cette rencontre, c'est le double enseignement, c'est-à-dire ce turnover, il tombait à point nommé parce qu'on a vu que les Verts après le derby, étaient un petit peu fatigués. Est-ce qu'il y a, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a vraiment toujours une classe d'écart entre Nice et Saint-Étienne? Le score ne reflète pas vraiment cette supériorité niçoise. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Nice a vraiment une classe, est vraiment une classe au-dessus de Saint-Étienne cette saison? On va dire, ils ont bien entamé le match comme nous on l'avait fait lors du derby. J'ai pas trouvé. Ils ont été supérieurs au cours de la première demi-heure peut-être. Ils ont géré ensuite, mais j'ai trouvé le jeu des Stéphanois assez intéressant. La première occasion, elle est stéphanoise, c'est Amouma. Je sais pas si tu as parlé aussi des occasions. Nolan Roux qui est crocheté par Paul Bass dans la surface, l'arbitre ne siffle pas et après il y a donc un penalty qui est sifflé de Monsieur Delerue. Pas parlé parce que c'est anecdotique. Non, dans une rencontre c'est pas anecdotique. L'arbitre dont Delerue siffle un penalty alors que le défenseur niçois l'a touché de la tête et non de la main. On pensait qu'il avait touché de la main et en revoyant les images, il n'y a pas photo. Il n'y avait pas penalty, mais un quart d'heure avant, il y avait quand même penalty. Il n'y a rien à redire là-dessus puisque Paul Bess crochette bien dans la surface de réparation Nolan Roux qui était bien servi par Amouma. Ils ont tenté en deuxième période, les Stéphanois, ils auraient pu revenir, notamment par le même Nolan Roux qui d'un plat du pied adresse le long du poteau niçois une belle frappe, mais ça va être, c'était des occasions vraiment gentillettes en deuxième mi-temps de la part des Stéphanois, mais les Stéphanois sont quand même revenus dans le match. Et c'est vrai que le milieu de terrain niçois me paraît beaucoup plus fort que celui de Saint-Étienne, ça il n'y a pas de doute, mais sur l'ensemble du match, tu vois, autant à domicile on avait perdu 1-0 et j'ai trouvé ça plus logique que cette défaite en milieu de semaine. Ouais, on a perdu contre meilleur que nous simplement, on n'a pas à rougir cette défaite, mais on avait aussi un jour de récupération en moins que Nice, et en jouant tous les 3 jours, ça compte aussi. On a payé peut-être quelque part aussi les efforts fournis lors du derby. Après voilà, c'est que c'est une équipe qui est dure à manœuvrer, milieu de terrain comme tu l'as dit, qui nous est supérieur. Les Rennais hier ont réussi à contrecarrer un peu les offensives niçoises en pressant sur Cyprien et Ceris qui coupent un peu les transmissions. On n'a pas réussi à le faire, et puis surtout on a pris un but d'entrée de jeu, donc après c'était compliqué de revenir. On a mis plus de pression en seconde période, quelques occasions par Roux, mais voilà, au final une défaite 1-0, somme toute logique, et puis un très beau but niçois. Un très beau but niçois, un Amouma en dessous au fil du match. Je sais pas si vous l'avez senti, autant le premier quart d'heure il était omniprésent et il était dangereux, et puis après il ratait un petit peu tout ce qu'il entreprenait, notamment les coups de pied arrêtés. Ça a été dommage. Moi, à mon avis, il y avait moyen de ramener un bon point là-bas, parce que moi j'ai trouvé franchement les Niçois décevants par rapport à ce que j'attendais. Et là, je vous pose la question parce que j'ai jamais
cru les Verts capables de revenir dans ce match. Même quand Nolan Roux frappe en deuxième mi-temps. Je pense que dans le stade, on a peut-être une des meilleures sensations. Est-ce que t'as vu les Verts revenir dans le match, toi? Tant qu'il y avait un 0, après on y croyait toujours. Oui, bien sûr. Mais dans le jeu, je veux dire. Non, c'est vrai que là, par rapport à d'habitude, on était clairement en dessous. Après, bon, sur un fait de jeu, on peut toujours revenir au score, mais non. Il y a quand même un mot sur Valentin Séric, un ancien Vert, qui enchaîne les titularisations, qui a été bon contre nous, et puis qui, ce week-end, a une passe décisive, et puis marque le but d'égalisation niçois. Donc voilà. C'est pas seulement parce que c'est sa fête demain, la Saint-Valentin. Exact. Deuxième question. Le turnover de Galtier avec deux joueurs qui jouent pas souvent en ce moment. Je parle de Pierre Gabriel et puis de notre ami suisse Lacroix. Donc je voulais avoir votre avis. On va peut-être avoir besoin d'eux avec le gros rush de février là. Qu'en pensez-vous? En dessous pour les deux. Effectivement, l'absence de Perrin, on a été un peu surpris, mais bon, il s'est bien démené quelques jours avant. Donc qu'il soit remplacé par l'arrière central suisse, ça c'est tout à fait logique. Par contre, moi je trouve vraiment Lacroix en dessous ces derniers matchs. Je l'avais, je sais pas si je l'avais dit dans l'émission, mais son match à Auxerre, c'était pas ça. On remarque que c'était toute l'équipe, mais j'ai vraiment trouvé fébrile en charnière centrale. Et quant à l'arrière latéral Pierre Gabriel, moi il me déçoit parce que autant au mois de septembre, octobre, je le trouvais pas trop mal. Là, je l'ai trouvé un petit peu dépassé par les événements. Bon, c'est sûr qu'il avait un client, Belanda, il l'a amusé plus d'une fois. Voilà, c'est Théophile qui a tenu la défense, pour moi, il a été assez solide, assez présent. Il a dû faire des fautes et il a couvert justement le couloir de Pierre Gabriel. Voilà, et puis l'absence de Malcuit aussi a été préjudiciable pour nos petits protégés verts. Eric, il y en a un que tu sauves des eaux là. Difficile, Théophile, effectivement. Si on a des blessés. Pogba, mais bon, après, c'est plutôt les défenseurs qui ont été à leur avantage, mais le terrain a été étouffé, comme on l'a dit tout à l'heure. Non, et puis Pierre Gabriel, je suis d'accord également, en difficulté une nouvelle fois. Ouais. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Voilà, la réception des Lorientais ce dimanche après-midi. Nous étions plus de 25 000 spectateurs à Geoffroy Guichard. Nous y étions tous les trois. Et on a assisté à une belle performance stéphanoise, 4 buts, c'est pas très souvent cette saison, donc on va revenir là-dessus. Ouais, et notamment sur la composition d'équipe, comme d'habitude, ça sera l'occasion aussi d'en parler, justement, juste après. Alors, c'était le retour de Stéphane Ruffier dans les buts, suite à sa blessure assez longue, mais il est revenu plus tôt que prévu même, par rapport à ce qui était annoncé. En défense, on retrouve la défense type alignée par Galtier lorsqu'il a tous ses joueurs disponibles. Dans l'axe central, Théophile Catherine et Loïc Perrin. Sur le côté droit, Kevin Malcuit. Sur le côté gauche, et ça se confirme, Florentin Pogba. Dans l'axe, toujours le binôme Verretou et Pajot qui commence à tirer son épingle du jeu au poste de titulaire. En attaque, Jorginho, c'était sa première titularisation en Ligue 1 sur le côté droit, Kevin Monet-Paquet sur le côté gauche, Henri Cévé toujours en soutien de l'attaquant, et la surprise venait du fait d'avoir titularisé Amouma en faux attaquant, parce que c'est vrai il joue pas comme un vrai avant-centre, mais ce sera l'occasion d'en reparler. Donc dès l'entame, les Verts vont renouer avec les valeurs vues lors du derby, un pressing haut, un pressing tout-terrain qui étouffe les Lorientais, et ça marche. Loïc Perrin vient couper un centre de Jorginho dès le début de la rencontre. 1-0, les Lorientais ne s'en remettront pas de ce but encaissé dans les premières minutes du match. Et les Verts vont même enfoncer le clou sur un nouveau coup de pied arrêté. Verretou, cette fois-ci, voit son tir contré par un Lorientais. Et ce tir va au fond de la cage du pauvre Lecomte. 2-0 au bout de 20 minutes. Tiens donc, comme lors du derby. Et ça va continuer en seconde période. Face à une équipe résignée, les Verts vont répéter leur gamme. Monet-Paquet centre pour Amouma qui ajuste le compte pour le 3-0. Dans les arrêts de jeu et pour couronner le tout, c'est Jorginho, la recrue hivernale, qui va venir parachever une frappe de Nolan Roux déviée par le poteau.
C'était devant vos yeux dans le COP Sud, les gars, donc je suis curieux d'avoir votre avis sur ce but. 4-0, il faut remonter à 2015 et une victoire contre Nice pour trouver la trace d'un tel score en faveur des Verts. Et justement, la question c'est, est-ce que les Verts ont trouvé la recette miracle ou est-ce que c'était vraiment le club de Lorient qui était d'une faiblesse inouïe lors de ce match dimanche? Ouais, comme les Toulousains, il y a 15 jours de ça, j'ai trouvé les Lorientais vraiment faibles. Et même si, quand même, ça n'enlève pas tout, que Saint-Étienne a fait les efforts pour l'emporter. Ils ont eu des occasions, ils auraient pu inscrire le 3e but beaucoup plus tôt aussi. Donc non, c'était intéressant. Et puis ils ont joué de l'avant dès l'entame de match. Peut-être pas aussi pressant que lors du derby, mais c'était intéressant et c'est tout à fait logique d'inscrire plus de 3 buts face à des Lorientais aussi faibles. Oui, Lorient effectivement était diminué pour cette rencontre, donc comme Toulouse effectivement, mais après voilà, c'est nous en disant qu'on s'est rendu le match facile, on a fait ce qu'il fallait, on a mis tous les ingrédients pour remporter cette partie. Bon, il y a un score fleuve à la fin qui peut compter au final au niveau de la différence de but également. Là, exactement. On est l'une des plus performantes équipes de l'année 2017. Là, on est deuxième au classement, on a 4 points de plus que Nice et puis donc on marque beaucoup de buts depuis quelque temps, c'est une très bonne habitude. On a retrouvé du jeu. Alors justement, qu'est-ce qui fait ça depuis 2017? Quelle valeur les Verts ont-ils retrouvé? Monnaie paquet. Ils ont retrouvé un monnaie paquet flamboyant. Et un Pajot assez intéressant. Tu mets sur le compte de Pajot. Non, mais bon, c'est vrai que sur les 2 dernières rencontres, il ratisse quand même pas mal. Il a récupéré beaucoup de ballons. Et quand tu vois Vertou et Pajot qu'on ratissé, et c'est là-dessus qu'on a inscrit au moins 2 buts. Donc ça sert quand même. C'est mon mea culpa. Ouais. Comme il ratisse pas mal, ça améliore l'état de la pelouse. Voilà, exactement. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils font ce pressing, et ça, c'était pas forcément le cas. Et je crois que contre Lyon, ils ont pris confiance dans leur possibilité de faire ça. C'est risqué, hein. C'est risqué face à Nice, par exemple, c'est très risqué face à des grosses cylindrées comme Paris, comme Manchester. Je sais pas, justement, j'aimerais avoir votre avis tout à l'heure. Est-ce qu'il faut utiliser la même technique? Parce que si tu presses haut et que tu as un ballon qui, forcément l'équipe peut vite être déstabilisée dans le dos de la défense. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est toute une question sur la bonne recette, le bon dosage. Deuxième question, messieurs. Est-ce que Galtier a trouvé son équipe type face à Lorient? Est-ce que là, sur le papier, l'équipe que je viens de vous donner, c'est l'équipe type? Non, il a trouvé sa défense type, à mon avis. Parce que ça fait le 3e match où on voit Pogba latéral gauche. Et franchement, il est vraiment super, quoi. Il fait des super rencontres. Et même à Nice, hein, il a été costaud. Il adresse des centres. Donc, ouais. Et puis Théophile, là sur les 2 derniers matchs, je l'ai trouvé pas mal. Perrin, c'est Perrin. Hein, il est toujours aussi présent défensivement qu'offensivement et toujours net et précis. Et puis mal cuit à droite, c'est inéluctable. C'est lui qui peut apporter le danger. Et puis défensivement, il se débrouille quand même bien, surtout par rapport à la saison précédente. Donc moi, la défense type, on bouge pas. Après, si on parle du milieu, c'est vrai que Selness, on se posait la question. Il est un petit peu mis de côté, mais bon, moi ça me gêne pas parce que les dernières prestations du Norvégien étaient pas terribles. Et alors en attaque, continue. Après, ce sera au tour d'Eric. Parce attaque... que est-ce que pour toi, ça te va Amouma à Manchester, par exemple, on le laisse avant-centre, si tu es à la place de Galtier? Je pense que il faut des ailiers et c'est vrai qu'Amouma est plus à l'aise sur un côté, donc je le laisserai sur un côté. Mais après, il te faut un avant-centre, sachant que tu as Beric sur le banc qui est pas revenu, Söderlund qui est blessé, donc tu as Nolan Roux. Après, est-ce que tu mets Tanan aussi qui est blessé donc pour l'autre côté, donc tu as le petit jeune Jorginho. Je sais pas, là il a fait un match plein ce week-end.
son entrée à Nice n'a pas été très convaincante. Je pense que ça va faire un petit peu juste face aux Mancuniens, mais J'ai trouvé donc moi, ouais, t'as trouvé intéressant. Non, j'ai trouvé meilleur à Nice que contre. Ah ouais, d'accord. Ouais, bon, c'est pas vraiment ça, mais moi à Mouma je le laisserais. Et alors tu mets plus qui un- avant-centre? Un Beric sur Un une Bayal Tu joues comme Barcelone sans avant-centre? sans avant-centre. Non, Comme à mais l'époque. je mets Nolan Roux avant-centre. D'accord. C'est son poste. Faut lui donner des ballons et puis. Alors Eric, Quoique Nolan Roux, il est peut-être souvent plus efficace lorsqu'il joue sur le côté, et on l'a encore vu lors du 4e but dimanche. Hein. Il a le ballon, il reçoit le ballon sur le côté et il prend le dessus sur son adversaire et il frappe au but et voilà, ça fonctionne. Hein. ouais, c'est vrai. Alors de ton côté, Eric? Pas loin de penser la même chose. Hein. Donc après quelques tâtonnements, je pense qu'on tient quasiment l'équipe type. Donc la défense est inamovible effectivement, sauf si sur certains matchs on joue à 5 quand on remet la croix. Mais sinon Pogba à gauche, Perrin, Catherine dans l'axe et puis Malcu à droite. Milieu de terrain, Verretou est indispensable à mes yeux. Pajot, bon, je suis pas un grand fan, mais bon, il sera en balance, je pense, avec Selnaes. CV revient bien en forme. Hein. On a vu un bon CV là hier. Et puis devant, Monet Paquet pour l'instant a du feu dans les jambes. Mouma, je pense aussi qu'il va plutôt jouer côté droit. Et puis pour l'instant, Nolan Roux en pointe en l'absence de Beric et de Söderlund. Bien, donc vous mettez donc Nolan Roux titulaire. On sait que ça passe, le courant passe pas forcément bien, mais on va être obligé de se. On est bien obligé puisque t'as les deux numéro 9 qui sont blessés, donc. Ouais, puis l'essai de mettre Hamidou Keita, on a vu que c'était vraiment pour essayer de mettre quelqu'un, quoi qu'il arrive, à la place de Nolan Roux. Bon, tu le disais, hein, avant la trêve, il y a du rififi, hein, il y a de la friture sur les ondes entre Nolan Roux et Galtier. On en parlait, hein, il disait qu'il se parlait, mais pas de football. Galtier a dit on peut pas parler de football avec Nolan Roux, c'est un instinctif. Donc plus je donne de consignes, moins il est bon. Donc maintenant, on parle d'autre chose. D'actualité politique, par Ouais, exemple. Par exemple. Fion, non. Non, bon, voilà quoi. Émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Ah non, c'est pas les coups de cœur. Bouge pas, bijou. Vous écoutez l'émission Non. Coup de tête. Voici les coups de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Bravo. Bon, vous avez bien compris, hein, vous écoutez l'émission Coup de tête. Hein. C'était un teasing. Tu voulais dire qu'il nous reste les coups de cœur et les coups de tête. Ouais. Après, on va passer à l'agenda comme tu le dis. Et 2 matchs, j'ai dit que c'était chargé. Alors, on va essayer quand même de marquer le coup. C'est l'affiche quand même, ça fait maintenant, Marco, hein, ça fait 6-7 ans qu'on fait l'émission. Hein. C'est la plus belle affiche qu'on ait eu à décrypter, enfin en tout cas à annoncer, et on aura beaucoup de plaisir à la décrypter en espérant que ce match nous préserve le suspense. Alors, la question, je voulais vous entendre. Du côté de Manchester, vous avez, je pense, regardé un petit peu à quoi ça ressemblait, hein, la formation mancunienne et le 11 de Mourinho. Alors, cette équipe, à votre avis, est-ce que elle est, on a dit que Nice avait peut-être une classe d'écart. Est-ce que les Verts, version 2016-2017, est-ce qu'il y a match pour vous? Est-ce qu'il y a match avec Manchester? Est-ce que sur un match aller-retour, les Verts peuvent le faire? À combien estimez-vous le pourcentage de chance? Soyons précis. Tu veux la cote? Alors la cote, vas-y. La cote pour le match de jeudi, les Verts ont la plus belle cote de tous les matchs de Ligue Europa, hein, ce jeudi. La victoire des Verts est à 8,25 et le match nul est à 5. Voilà. Et la victoire mancunienne à 1,28. D'accord. Alors, le pourcentage de chance des Verts. Je sais pas si ça vous parle. Hein, si, ça nous parle. Mais si, c'est bien sûr pour que vous ça dire, nous parle. c'est une très grosse cote et en tout cas, c'est la plus grosse cote de tous bien sûr que ça les nous vingtaines parle. de matchs qui a lieu. Bien aura sûr. lieu, Mais on joue pas, donc. T'as bien tort. Et on conseille, mais on conseille évidemment aux gens qui ont du fric à perdre de le faire. Non, mais le pourcentage pour vous. Je parle du match aller-retour, hein. Je parle pas du match à. Ah, tu parles de la Manchester. qualif. La qualif. 50-50, on va dire, on va être optimiste.
C'est un match de Coupe d'Europe, ouais, pourquoi pas. Non, mais on devrait dire, allez, 30% de chance de pouvoir passer face à une grosse écurie du football et puis une grosse affiche. Ça, ouais, quand je dis 30, je suis peut-être encore un trop optimiste. Mais en tout cas, nous, en tant que supporters stéphanois, on y croit. Et bon, il va falloir tenir ce match jeudi face à ces Anglais. Vous avez vu, hein, bah c'est ça les Anglais. Oh, ça m'étonne, ils étaient plutôt sympathiques. Sympathiques. Vous avez une nurse anglaise. Voilà les Anglais, donc il va falloir s'en méfier. Big moustache. Et toi, Eric? Non, mais c'est sûr que logiquement, il y a pas match face au club le plus riche du monde. Il y a pas match? Bah logiquement non, mais bon voilà, la Coupe d'Europe c'est particulier à Saint-Etienne, donc on va jouer nos chances à fond, hein, donc on va y croire bien évidemment. Le vert c'est la couleur de l'espoir, nos verts pour l'instant sont en forme, hein, ils jouent bien, donc on a quelques motifs de croire en l'exploit, donc bien évidemment tout va dépendre du match aller, donc il va falloir contenir les assauts mancuniens, mais on va tout faire, on va pousser sur place pour ramener de quoi préserver nos chances au match retour. Écoute, on a récupéré Ruffier. On a une défense qui tient la route. Bon, elle a pris un but en milieu de semaine, mais elle en a pas pris 5 face à Nice, qui est quand même une belle attaque. Une belle attaque, c'était les Lyonnais quand même. Ils arrivent à planter quand même pas mal de buts. On n'a pas pris de buts. Donc, on peut être un petit peu optimiste par rapport à une défense, parce qu'on va défendre jeudi à Old Trafford. On va souvent défendre et fonctionner par contre-attaque, à mon avis. Donc, il faut tenir le choc. Faut pas en prendre une valise pour assister à une super rencontre dans 10 jours, tout simplement. Alors, Galtier a dit que c'était le match des joueurs, que lui, alors je pense que c'est un peu du poker menteur, mais que lui, à la limite, était focalisé sur le championnat et que il avait pas besoin de motiver ni trop de faire de stratégie face à Manchester, et que c'était le match des joueurs. Est-ce que c'est la bonne stratégie pour vous? Bon, c'est une stratégie comme une autre. Je sais pas si c'est une bonne stratégie. On connaît Galtier, mais il a pas vraiment tort, parce que on va tous se focaliser sur notre écran, et pareil, Eric qui y sera, tous se focaliser face à notre écran et voir dans ce rectangle vert une belle équipe mancunienne face à des joueurs stéphanois. Hein. Galtier, il sera simplement sur le côté. C'est eux qui vont être affichés, qui devront se démener pour pas trop être ridicules et ramener la qualif 10 jours après. Après c'est de la com, hein, je pense qu'ils préparent le match depuis longtemps de manière très très sérieuse, donc il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Ouais. Et alors la stratégie, là tu dis qu'ils vont beaucoup défendre. Est-ce qu'il faut garder ce qui a été fait contre Lyon, ce qui a été fait contre Lorient, c'est-à-dire aller chercher les Mancuniens, ne pas leur laisser trop installer le jeu, ou est-ce qu'il faut, comme tu le pressens Marco, rester en défense et essayer de contenir tout simplement le... Non, mais je pense qu'on va être obligé de rester en défense. C'est pas un choix. Oui, non mais. Je pense que voilà. Stratégiquement, je veux dire. Quand tu vois l'attaque mancunienne, bon ben, mon avis, tu vas reculer quoi. Après, il va falloir aussi garder le ballon, posséder le ballon, garder le ballon, essayer de monter. C'est choses pas évidentes. On a tenu face à Monaco, qui est une très belle équipe. Hein. Je vous rappelle qu'on a fait match nul, même si au point ils l'ont largement emporté, les Monégasques, et ils ont monopolisé le ballon et ils se sont créés plusieurs occasions. Mais quand t'as un Ruffier dans les buts, où rien ne peut lui arriver, et puis que t'as une bonne défense, et que par contre-attaque, un Monet Paquet, un Amouma peut faire la différence sur un côté. Non, faut y aller. C'est un match de Coupe d'Europe, comme on aime les voir. Et puis, ouais, je pense que c'est un moment charnière pour la SSE aussi. On a fait le nul au parc aussi, n'oublions pas. Tu vas retrouver Monet Paquet latéral, t'es content? Crois-tu? Je sais pas, ouais. Le match d'Anderlecht. Non, mais il va défendre, c'est sûr. Bon, alors n'oublions pas, comme le dit Galtier, qu'il y a un autre match dans la semaine qui se passera dimanche. Alors il a été décalé sur demande des Stéphanois le dimanche à 17h, et les Verts vont aller à Montpellier
On est obligé d'en dire un petit mot quand même parce que cette cette 5e place actuelle des Verts, elle est précieuse, donc il faudrait peut-être la conserver. On a un fin de calendrier plutôt à notre avantage par rapport aux autres. Ce match est important. Est-ce que le Montpellier nouvelle mouture vous inspire qu'est-ce qui vous inspire? Ils sont en regain de forme depuis l'arrivée du nouveau coach. Là, ils viennent de gagner quand même 3-0 à Nancy. Avant, ils avaient perdu contre Monaco, mais comme toutes les équipes, et puis ils avaient battu Bastia. Non, mais après, moi, je pense qu'on a les moyens de s'imposer à Montpellier. C'est largement dans nos cordes. Et puis, ça pourrait être la 1000e victoire du club en Ligue 1. On en est à 999 victoires sur 2339 matchs disputés. Donc, voilà. Ouais, j'ai trouvé les Montpelliérains assez fébriles au match aller. On leur en avait mis 3. Ouais. Et j'ai trouvé vraiment fébrile, donc je sais pas si ce sera la même équipe, mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose, même s'ils sont sur un petit renouveau avec le changement d'entraîneur et cette belle victoire 3-0 à l'extérieur ce week-end. Eh ben, on restera attentif à tout ça. Écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Allez, avant de passer un dernier morceau, les coups de cœur, messieurs. Moi, j'en ai plein. Moi aussi. Vas-y alors, on verra s'il nous reste du temps. Alors, j'ai bien sûr adoré, comme vous tous, le carton réalisé ce week-end par les Verts, et puis conjugué à la 10e défaite des Quenelles, ça fait du bien. On se réjouit comme on peut. J'ai beaucoup aimé même le retour de Benjamin Cornier dans le groupe, auteur d'une belle entrée, je pense. J'ai aussi bien aimé l'interview accordée cette semaine par Romain Amouma à France Foot, ça fait du bien. C'était une interview assez rafraîchissante, ça nous change un petit peu de la langue de bois habituelle. Et papa ? J'ai aimé les débuts tonitruants d'Andy Delors avec le TFC, et ça ne fait qu'aviver nos regrets de ne pas l'avoir enrôlé chez nous, parce que ce jour-là vraiment avait tout pour être la coqueluche du chaudron. Et puis enfin, un grand coup de cœur pour terminer. On est le 13 février 2017, il y a exactement 25 ans aujourd'hui, le 13 février 1992, naissaient les Green Angels. Donc 25 ans de fidélité au maillot vert, 25 ans de passion. Donc moi j'ai rejoint le groupe en 93-94, donc j'ai assisté au balbutiement du début, puis après la montée en puissance du groupe. Donc il y a eu une date importante dans l'histoire de ce groupe-là, c'était le changement de tribune, passer du COP Nord au COP Sud en 97. Ils se sont installés en COP Sud, et puis depuis on a 2 poumons à Geoffroy Guichard. Donc chapeau à tous ces passionnés qui parcourent la France et l'Europe entière pour le maillot vert. Et puis voilà, ils les ont suivis de les fins fonds de la Ligue 2 jusqu'à jeudi prochain à Old Trafford. Donc l'anniversaire sera normalement célébré à l'occasion de la réception de Metz. Ça va dépendre de l'horaire de la rencontre. Bon, il y a eu tout n'a pas été rose dans l'histoire du groupe, qui a choisi comme emblème le cochise, puisque pour montrer leur insoumission. Il y a eu pas mal de tensions au départ avec le deuxième groupe ultra, puis avec la direction, ce qui avait conduit à l'autodissolution du groupe en 2013. Mais en tout cas, voilà, chapeau à tous les Greens, un très joyeux anniversaire à mes frères de tribune. Sympa. Olivier, ouais, de mon côté, on parle beaucoup des socios, vous savez, et alors on a un Cayazo qui en parle, un Romeyer qui freine. Moi, je voudrais saluer l'initiative de Guingamp. Et franchement, cette année, il prouve que, et puis même en Europa League l'année dernière, il prouve que on peut faire quelque chose de bien avec dans une petite ville avec pas forcément beaucoup de moyens. Et ce sera les premiers à lancer cette campagne de socios. C'est imminent, donc c'est dans les petits papiers, et je trouve que c'est vraiment là aussi tu disais rafraîchissant. Bah ouais, c'est rafraîchissant. Faut que ce soit bien fait, mais en tout cas on va dans la bonne direction à Guingamp. Bah, c'est le président des Plats qui dirige tout ça, et il est pas si bête que ça. Je reste avec Guingamp. T'en as parlé au début, Eric, c'est Comboiré. Moi, j'ai beaucoup aimé son interview avant match, avant la rencontre face à l'Olympique Lyonnais, comme quoi il pointe la mafia dans le foot. On le sait. C'est affligeant. J'en reviendrai dans les coups de tête. Donc bravo à Monsieur Comboiré, au moins qu'à les coronesses de le dire. J'ai beaucoup aimé dans le COP Sud la balade irlandaise qui a été lancée. Peut-être que c'est qu'un début, et on verra ce que ça donne au fil des matchs. Et puis toujours dans le COP Sud, donc j'étais à côté d'Eric, mais derrière nous il y avait un couple, il y avait deux personnes, et dont un non-voyant, et son voisin lui racontait le match comme s'il était à la radio.
Et voilà, on était tout en bas et ouais, chapeau parce que faut tenir pendant toute la rencontre, lui raconter exactement tout ce qui se passe. Donc même les non-voyants veulent être au centre de l'ambiance dans le COP. Et puis chapeau aux commentateurs. Hein. On a eu droit donc là le ballon sur le côté gauche, c'est Pajot qui reprend le ballon, qui ouvre sur la droite et ainsi de suite. Non, c'est sympa. Et Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Coup de tête. Ouais, non, simplement la campagne, vous savez, contre les supporters qui prennent de plus en plus de poids, qui d'autre a du poids. S'il y en a qui le méritent, c'est bien les supporters, donc d'avoir de peser parfois dans les décisions. Donc je fais référence bien sûr à l'affaire Mounier. Donc il y a eu comme un lever de bouclier contre ces supporters qui donnent leur avis. Et je suis plutôt de l'avis de Didier Roustan qui lance une super nouvelle émission d'ailleurs sur l'équipe vers midi, qui dit ça obligera au moins les joueurs à faire attention à leurs déclarations, à ne pas dire n'importe quoi, et à notamment quand c'est pour envenimer les choses et pour mettre du feu quoi, mettre les, j'arrive plus à trouver l'expression, mettre les étincelles quoi, voilà. De l'huile sur le feu. De l'huile sur le feu, merci. Moi, je préférais étincelle. Incendie, tout. On va te laisser, Marco, le coup de tête principal. Ouais, c'est la commission de discipline. J'en avais parlé, mais ironiquement, la semaine dernière, je dis, vous allez voir, il va pas prendre 3 matchs. Il va prendre 3 matchs. Et puis, en fin de compte, il prend même pas 3 matchs. Il prend 2 matchs, notre cher Tolisso. Ouais, c'est incompréhensible et à la fois ça dévoile quand même toute la mafia qu'il y a derrière ce football business. C'est vraiment très triste. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai pris un coup derrière la tête parce que même si on le sait, quand tu vois le tacle assassin de Tolisso et que tu te souviens de la faute de Zouma qu'il a fait à Sochaux où il prend 10 matchs, 10 ou 12, je sais plus, je crois que c'est 10. Et alors qu'il l'avait pas fait exprès, c'était pas méchant, mais bon, il a été quand même assez rugueux comme tacle à l'époque, Zouma. Il a pris 10 matchs et là, quand tu vois qu'il joue pas le ballon, il joue le joueur et qu'il prend 2 matchs, tout est dit quoi. Qu'est-ce que tu veux continuer à regarder le foot quand tu vois que tout est truqué. Donc je trouve ça vraiment très triste. Et deuxième coup de tête, mais qui est moins important, c'est les superlatifs des commentateurs de beIN en première mi-temps entre Nice et Saint-Étienne. Plein d'adjectifs qualificatifs avec c'est exceptionnel, extraordinaire, le milieu de terrain, mais extraordinaire. C'est le Barça quoi. Ah ouais, le Barça, mais c'est impressionnant. Donc je trouvais que ça un petit peu fort de café, voilà. Mais c'est mon deuxième petit coup de tête. Eric, tu en as? Écoute, c'est la même chose que vous. Donc la pseudo sanction prise par la pseudo commission de discipline de la Ligue et puis déclaration de Martial également récemment là, donc avant Manchester Saint-Étienne. Il rappelle qu'il a le cœur qui bat pour l'OL. Donc il est à Manchester maintenant. Ce serait temps qu'il passe à autre chose, ce garçon. Tout à fait. Il s'est pas facilité le match retour. Ouais. Voilà, l'émission se termine. Nous étions en direct, l'émission Rock and Foot coup de tête en partenaire avec le site Envers et contre tous. On va dire une bonne semaine et du côté de la perfide Albion et à Manchester où Eric sera présent. Hein. Et plus que jamais, allez les Verts, et on les retrouve. Et Eric, il sera aussi à Montpellier dimanche. J'enchaîne. Ah non mais... La cote, t'as dit 8 hein 8,25 les Verts à Old Trafford. Montpellier, c'est la Côte d'Azur. C'est la Côte d'Azur. Allez, merci chers auditeurs, et à la semaine prochaine. Salut, et allez les Verts. Bonne semaine à tous, allez les Verts.